Monsieur Saïd Ayachi, bonjour. Salam. Alors, Monsieur Ayachi, les institutions internationales ont-elles échoué dans leur mission à prévenir contre les guerres et les conflits si on se réfère à la situation géopolitique actuelle? Monsieur Saïd Ayachi. Très juste, chaque chose se mesurant à l'aune des résultats, il est clair que ces institutions internationales, dans leur ensemble, sans aller dans le détail, on peut le faire, ont brillamment échoué. Conçues pour assurer la stabilité, pour assurer la prospérité, conçues pour assurer l'émancipation des peuples, conçues pour assurer l'épanouissement des populations. Le résultat est, on ne peut dire que décevant. Regardez par exemple l'ONU qui est absente de façon criarde dans toutes les situations actuellement que traverse la planète. L'ONU qui depuis déjà un lustre n'a pas réussi à résoudre un seul problème d'envergure à travers le monde. Et évidemment, on peut citer encore d'autres institutions telles que l'Union africaine qui n'avance pas, qui en soit une institution fort respectable, mais qui, si je prends le problème du Sahara occidental, malgré toutes les dispositions de l'acte constitutif, malgré, j'allais dire, les plusieurs interpellations, dont celle insistante de l'Algérie en février 2021, et malgré certaines résolutions et décisions qui ont été prises, nous n'avançons pas vers le truc. Mais évidemment, le cas le plus illustratif reste celui de l'Union européenne. L'Union européenne qui, à mon sens, d'abord, n'est qu'un agglomérat d'économies européennes constituées entre elles pour la prospérité des peuples européens, et loin s'en faut, le résultat est loin d'être probant, puisqu'il y a des inégalités assourdissantes, mais surtout lorsqu'on sait que l'Union européenne reste encore à la traîne des États-Unis d'Amérique comme séquelle de la Deuxième Guerre mondiale, et surtout l'Union européenne qui aujourd'hui nous a sorti le double standard de façon tout à fait vérifiable sur le terrain. L'Union européenne qui, j'entendais il y a quelques jours à peine l'un de ses dirigeants, en l'occurrence le président Macron en Mongolie, parler de démocratie, de droits de l'homme et de respect des institutions et de l'intégrité territoriale, lorsqu'on sait qu'il n'a pas tenu ce même discours à l'égard d'Israël par rapport au peuple palestinien, et encore moins à l'égard du Maroc, à l'égard du peuple sahraoui. Donc c'est ce double standard-là, et l'Occident ne s'en rend toujours pas compte, malgré la sonnette d'alarme qui a été tirée. L'Occident ne se rend pas compte que ce double standard génère l'injustice, et l'injustice est tout à fait insupportable pour les peuples qui viennent d'émerger. Alors, elles ont été créées justement au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, notamment pour ce qui concerne l'ONU, l'organisation internationale de l'ONU. Elles ont été créées, bien sûr, par les vainqueurs. Aujourd'hui, elles sont à la solde des plus forts, les plus grandes puissances à travers le monde, et on voit aujourd'hui cette inégalité à travers les pratiques qui sont au niveau de cette institution, Monsieur Saïd Ayachi. Regardez, si l'on prend l'ONU, et sans aller encore une fois dans le détail, juste en parlant des différents démembrements de l'institution elle-même, regardez le Conseil de sécurité qui travaille d'abord avec cette disposition née précisément de la Deuxième Guerre mondiale. Les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, plus la Chine, ayant le droit de veto, c'est-à-dire un seul pays peut bloquer le fonctionnement du Conseil de sécurité malgré que la réflexion et la décision est partagée. Et puis les mécanismes, encore une fois, qui ont été bien sûr institués pour précisément défendre les intérêts des plus forts. Les articles 6, l'article 7, les résolutions non contraignantes, les résolutions contraignantes. Donc c'est vraiment, ce sont des décisions à la carte, et selon le client du jour et selon le protecteur du jour. Et par conséquent, l'on voit ici, par exemple, dans le Conseil de sécurité, comment des décisions ont été prises contre l'État d'Israël. Ils ne sont pas appliqués sur le terrain. Des centaines de résolutions depuis ont été prises, et Israël n'est pas contraint de les respecter. Et nous l'avons vu, la chose se répéter avec le Maroc en ce qui concerne le Sahara occidental. Plusieurs résolutions maintenant qui appellent à l'organisation
l'organisation d'un référendum au bénéfice du peuple sahraoui et qui n'est pas traduit sur le terrain depuis une trentaine d'années. Et donc, vous voyez, c'est cette injustice, cette inégalité qui fait qu'elles n'ont plus de crédibilité. La signature des Nations Unies n'est plus valable et nous arrivons maintenant à une chose qui est celle de relations internationales déséquilibrées et qui ne peuvent pas être productives d'une justice pour tous, d'une prospérité pour tous et en tout cas d'une sérénité dans les relations entre les États, ce qui génère des conflits ici et là. Et on sait que l'ONU, comme d'ailleurs l'Union européenne, ne peut pas être d'un certain secours. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui également, M. Saïd Ayyachi, que ces institutions ont perdu toute crédibilité à travers les récents conflits qui ont été générés par certaines puissances et qui se sont avérés être basés sur du mensonge, comme par exemple la guerre contre l'Irak, sous prétexte que l'Irak détenait l'arme de destruction massive et ça n'a jamais été prouvé à ce jour. Monsieur Saïd Ayyachi, même principe aussi pour la Syrie, même principe pour la Libye et les autres États également, avec bien sûr la printanisation du monde arabe. Je parlais de crédibilité à l'instant et effectivement, bien sûr. Mensonge des institutions. Bien sûr, la crédibilité est quasiment maintenant perdue si l'on parle encore de l'ONU, pour l'institution onusienne, lorsqu'on sait que, vous venez de le dire, les États-Unis d'Amérique ont déclenché une guerre sanglante contre l'Irak sans mandat du Conseil de sécurité. Et on peut aussi prendre le cas de la Libye, où M. Hollande et M. Cameron ont dépassé le mandat qui leur a été donné par l'ONU pour arriver à un véritable carnage et un démembrement d'un État souverain. Et surtout, c'est que c'est sans lendemain. Aujourd'hui, on parle d'amener M. Poutine devant la CPI, devant la Cour pénale internationale. Je pense que beaucoup de peuples, et on le dit et on insiste, il faudrait d'abord qu'on amène M. Bush devant la Cour pénale internationale. On ne peut pas l'oublier, c'est pas par perte de profit. Et on doit amener beaucoup d'autres dirigeants occidentaux devant la CPI. Et elle ne doit pas être réservée que pour les dirigeants des pays du Sud, parce que pour une élection, j'allais dire, mal ficelée ou pour un pouvoir peut-être un peu appuyé, ont été traduits devant la CPI et condamnés à une trentaine d'années de prison. Et bien sûr, Sarkozy pour la destruction de la Libye. Alors les choses doivent aujourd'hui changer, il faut rétablir justice et égalité avec le nouvel ordre mondial qui est en train d'émerger, monsieur Saïd Ayyachi. Moi je suis de ceux qui disent il y a un avant Ukraine et un après Ukraine. Ce conflit en Ukraine finira bien par s'achever autour d'une table de négociation. On trouvera bien sûr, c'est ainsi va le monde, on trouvera toujours une solution qui devrait d'une certaine façon satisfaire les deux parties, mais surtout il va accoucher, ce conflit en Ukraine, qui a démasqué l'inégalité dans les relations internationales, le déséquilibre dans les relations internationales, va accoucher d'un nouvel ordre mondial. Et je rappelle ici, je suis de ceux qui doivent rappeler ici, qu'encore une fois, l'Algérie a été précurseur dans l'appel à ce nouvel ordre international. Il faut se rappeler les discours historiques du président Boumediene en 1974 devant l'Assemblée générale des Nations Unies, qui déjà avait dit de façon prémonitoire: ce monde que vous avez construit a été fait en notre absence. Aujourd'hui, il faut le reconstruire. Nous sommes présents. Et je crois, nous y sommes en plein maintenant. Il faudra revoir maintenant la restructuration des relations internationales et de l'ordre international avec les pays du Sud qui ont leur mot à dire, avec la puissance économique dont ils disposent et avec surtout la façon de voir et de diriger le monde de façon collégiale, mais de façon surtout juste. Les peuples ont besoin de justice. Les peuples ont besoin d'être jugés à la même aune, au même standard. Il ne doit pas y avoir ce deux poids et deux mesures. Pour l'Occident, c'est ceci, et pour les autres, c'est cela. Cela est inadmissible, intolérable. Les gens sont maintenant tout à fait en conscience de ce déséquilibre dans les relations internationales et ils revendiquent, ils exigent même cette refonte des équilibres internationaux et de ces relations internationales pour que chaque pays ait sa part de décision, pour chaque pays son indépendance de développement, pour chaque pays puisse de façon juste participer à une
prospérité partagée. Alors justement, quand vous parlez de déséquilibre, tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que le conflit entre l'Ukraine et la Russie n'est pas entre seulement l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine combat également les forces de l'OTAN. Comment rétablir aujourd'hui cet équilibre, prendre en considération la représentativité des peuples, puisque bien sûr les Nations Unies ont été créées au moment où les États et certains pays étaient colonisés, comme le nôtre. Monsieur Saïd Ayesh. Bien entendu, bien entendu. La voix de l'Afrique doit être écoutée. Les Nations Unies, les Nations Unies ont été créées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec d'ailleurs... en notre absence. Avec une pensée des États-Unis d'Amérique, c'était de mettre fin aux États coloniaux. Et je rappelle que le principe d'autodétermination est un principe américain d'abord, et tant mieux, puisque les peuples du monde en ont profité. Mais en fait, l'Empire américain, après, c'est d'adapter à la situation, c'est déployer pour avoir un autre colonialisme qui est l'colonialisme du capital. Et donc, l'Empire américain qui a dominé, continue de dominer l'Europe et le reste du monde de façon outrageante. Aujourd'hui, ce pillage des pays émancipés, cette spoliation des ressources naturelles à travers le monde et d'une façon encore plus pernicieuse, ce fait de soumettre les États au diktat des centres financiers internationaux que sont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale fait qu'aujourd'hui les pays en souffrent et les pays, j'allais dire, on a assez de cette domination occidentale et veulent d'une certaine façon s'émanciper économiquement maintenant pour pouvoir mieux servir leur peuple. Et pour s'émanciper économiquement, il faut revoir ces relations qui ont été faites à leur détriment et en leur absence. Alors face à l'échec de rétablissement de la paix à travers le monde, on le voit bien sûr avec le conflit palestinien dont tout le monde est en train de taire pratiquement les crimes au quotidien des enfants et des personnes vulnérables, bien sûr le rétablissement de la paix au niveau du Sahara occidental. Qu'est-ce qu'il faudrait revoir aujourd'hui et composer aussi avec les pays en émergence, puisque nous avons vu que certains conflits ont été générés pour arrêter l'émergence de ce nouvel ordre mondial, c'est-à-dire gagner du temps. Monsieur Saïd Ayesh, il faut l'émergence de la Chine et de la Russie. Il faut d'abord revenir sur le plan, bien sûr, économique. Les choses sont dites et ils sont en train de se faire. Mais sur un plan plus général, il faut revenir au respect du droit international. On ne peut pas dire voici le droit international tel qu'il a été tracé, tel qu'il a été écrit et partagé par toutes les nations du monde et qui est devenu le socle des relations internationales, et d'une certaine façon de dire qu'il existe, et de l'autre côté, on ne le respecte pas. Il faudra que ce même droit international qu'aujourd'hui on invoque pour l'Ukraine, il aurait fallu, mais il le faudra toujours, qu'il soit appliqué pour, par exemple, des exemples tout à fait criards, c'est le peuple palestinien et le peuple sahraoui. L'autodétermination doit être appliquée de façon stricte, de façon claire, de façon sincère pour l'émancipation de ces peuples et leur rendre justice pour le combat qu'ils mènent. Tout simplement, qu'il ne faut pas, j'allais dire, que des peuples comme le peuple palestinien et le peuple sahraoui soient tout simplement délaissés pour compte et qu'on puisse dire il y a un droit international qui ne peut être appliqué que pour certains. Alors, c'est ce que revendique aujourd'hui l'Algérie, tant haut et fort au niveau de toutes les institutions, que ce soit au niveau de l'ONU, la Ligue arabe, l'Union africaine ou l'Union européenne. Monsieur Saïd Ayeshi, c'est ce qui lui vaut aujourd'hui cette volonté de vouloir la déstabiliser par rapport à ses positions constantes et permanentes. On reproche à l'Algérie d'avoir raison. L'Algérie a tort d'avoir raison. Parce que précisément, le président Boumedienne, que j'ai rappelé tout à l'heure, avait déjà appelé à la revanche du droit international, de l'ordre international. Et notre diplomatie, notre flamboyante diplomatie, s'est toujours référée à la non-ingérence dans les affaires des autres et surtout à résoudre les conflits par le dialogue et surtout à essayer de faire en sorte que le droit international soit respecté. On nous demande pourquoi insister à le dire et pourquoi insister à réussir surtout. L'Algérie ne doit pas se mêler de certaines choses d'après eux parce que l'Algérie peut réussir
L'Algérie a réussi déjà dans des conflits qu'elle a pu résoudre grâce justement à cette ligne de conduite qui rend justice au peuple qui est concerné. Et justement, cela ne fait pas n'est pas dans l'intérêt de ces grandes puissances qui veulent appliquer leurs propres droits et leur propre justice telle qu'ils la conçoivent eux. Alors, M. Saïd Hayachi, pour cette question, je voudrais revenir un peu sur plusieurs aspects. On a parlé aujourd'hui, dans la première partie, de l'échec des institutions internationales qui étaient vouées à rétablir la paix, la justice et l'égalité à travers le monde. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si on se réfère au conflit palestinien qui dure depuis pratiquement 70 ans, le conflit sahraoui 50 ans et d'autres conflits qui ont été générés pour éviter, bien sûr, et interdire l'émergence d'un nouvel ordre mondial. On a parlé, bien sûr, du rôle de l'Algérie, sa diplomatie dans le règlement des conflits, la constance des positions de l'Algérie à travers, bien sûr, sa constitution et sa politique diplomatique actuelle. Mais je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important. On reproche aujourd'hui à l'Algérie son rejet de sa soumission aux inégalités et à l'injustice, M. Saïd Hayachi. Parce que tout simplement, on perd de vue que le peuple algérien a mené contre un colonialisme sauvage, un colonialisme abject, le colonialisme français, et une guerre atroce. En fait, la résistance contre l'envahisseur ne s'est pas arrêtée depuis l'émir Abdelkader jusqu'à 1962. Et le peuple algérien, dans sa chair, a vécu ce colonialisme sauvage. Et nous avons de cette révolution immense, je suis de ceux qui pensent que c'est la plus grande révolution que l'humanité ait jamais connue. Le peuple algérien, cette révolution nous a laissé, n'est-ce pas, une ADN de détermination, une ADN de résistance, une ADN de refus de toute forme de soumission. Et nous sommes un peuple indomptable. Nous sommes un peuple qui voudrait ne pas se soumettre au diktat de qui que ce soit, en quoi que ce soit de façon politique ou de façon économique ou de façon... Nous voulons gérer nos propres richesses. Rappelez-vous des nationalisations. Nous voulons avoir une indépendance réelle de notre décision politique. C'est ce que nous avons. Nous voulons être sincères et francs avec les peuples qui nous entourent. Regardez comment l'Algérie a accompagné, a aidé, à se solidariser avec 15 mouvements de libération africains et extra-africains. Nous avons aidé à l'émancipation des peuples parce que c'est dans la ligne de conduite de notre révolution. C'est le serment que nous avons fait à nos chouhadas de refuser toute forme de colonisation, toute forme d'occupation. Et c'est parce que nous restons dans cette ligne qui est la nôtre, qui est notre ADN, qu'on nous reproche de ne pas se soumettre, qu'on nous reproche de ne pas pouvoir, d'une certaine façon, faire des concessions sur ces positions qui sont inébranlables et qui forment la trame, la matrice de l'État algérien. Alors, l'Algérie a refusé aussi d'hypothéquer sa souveraineté malgré toutes les pressions et les politiques d'exclusion qu'on a exercées sur elle durant les années de terrorisme, avec le Kituki, bien sûr, en voulant, bien sûr, mettre à genoux les institutions de la République aussi, en refusant d'abriter des bases américaines en Algérie, comme ce fut le cas pour certains pays, et aussi à s'impliquer militairement dans les conflits, M. Saïd Hayachi. Tout à fait, parce que... On s'en souvient. Parce que, encore une fois, nous restons dans la ligne où nous sommes déterminés, c'est-à-dire n'être alignés sur personne, être nous-mêmes, parce que nous avons confiance en nous-mêmes, et parce que tout simplement, nous devons être à la remorque de personne. Les uns et les autres nous ont demandé, vous venez de le dire, des bases à installer chez nous. D'autres voulaient que l'Africom soit installée en Algérie. D'autres, enfin, voulaient une alliance militaire en bonne et due forme. L'Algérie a toujours refusé d'une certaine façon de s'accrocher à qui que ce soit. Elle veut être elle-même avec son propre potentiel, qu'il soit économique, qu'il soit militaire, qu'il soit culturel, et parce que nous avons
cet héritage que nous voulons faire tout simplement fructifier, qui a été contrarié par 100 ans de colonialisme. C'est ainsi que on nous a fait la guerre économique déjà dans les années 70, après la nationalisation des hydrocarbures, mais on nous a fait la guerre, surtout on a voulu nous abattre avec la période des années 90 le terrorisme, lorsque une rébellion armée a été tout simplement conçue dans des laboratoires étrangers pour pouvoir abattre l'Algérie qui dérange, l'Algérie qui ne veut pas se soumettre au diktat de l'Empire occidental, et tout simplement parce que l'Algérie veut être elle-même, parce qu'elle a confiance en ses enfants, parce qu'elle a confiance en ses dirigeants, parce qu'elle a confiance en ce qu'elle a hérité de la Révolution, et qui est le cap de son comportement, de sa direction. Alors, et c'est ça le courage algérien et le NIF algérien. Alors, le refus, bien sûr, de la soumission. Le temps a donné raison à l'Algérie, M. Saïd Ayyachi, puisqu'on a vu par rapport à nos positions, on est déjà par l'envahissement de l'Irak, par la destruction de la Syrie, par rapport à ce qui s'est produit en 2011 en termes de printanisation du monde arabe. Nous avions refusé cet état de fait des forces occidentales, M. Saïd Ayyachi. Mais écoutez, on peut se refaire dans un passé très récent encore, et on peut le dire avec une certaine fierté. Regardez la Libye. La Libye, seule la position algérienne est la plus juste. Nous avons dit qu'il faut un dialogue inclusif entre les frères libyens, pour qu'ils puissent récupérer l'indépendance de la décision politique et se mettre autour d'une table et construire leur pays. Regardez le conflit malien. Au Mali, nous avons fait signer en 2015 les accords d'Alger, et nous avons dit qu'il faut absolument qu'il y ait encore une fois les Maliens en suivant un peu les recommandations de ces accords qui ont réuni toutes les parties maliennes concernées à Alger, mais qui ont été bypassées par une intervention intempestive française. Regardez la Syrie. Nous avons toujours dit que la Syrie, il y a un État syrien. Il y a un État syrien qu'il faut respecter dans son indépendance, dans son intégrité. On ne nous a pas suivis, on nous a dit non, y compris bien sûr et surtout l'Occident, qui a voulu détruire la Syrie, et d'autres parties encore. Et aujourd'hui, la Syrie réintégrée dans la Ligue arabe, parce que l'Algérie a toujours dit qu'il faut absolument... La Syrie fait partie de la Ligue arabe. La Syrie est un membre fondateur de la Ligue arabe. Et quel que soit ce qu'on peut reprocher au pouvoir syrien, et aucun pouvoir dans le monde n'est irréprochable. Chaque pouvoir, sauf que vous connaissez très bien le proverbe, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Et donc, on voulait absolument abattre le régime syrien. Et alors là, rappelez-vous, on a créé, on a armé, on a financé des hordes terroristes qui étaient chargés d'abattre le régime syrien. Bon, la Syrie, le peuple syrien et sa direction politique sont venus à bout avec l'aide de pays amis de cette situation. Et aujourd'hui, alhamdulillah, la Syrie est rétablie dans ses droits. Elle est réintégrée dans la Ligue arabe en tant que pays à part entière. L'Algérie, elle, a toujours plaidé pour le respect de la Syrie en tant que pays arabe émergent, pays arabe majeur. Et aujourd'hui, on reconnaît que quand même, l'Algérie, c'est elle qui avait raison pendant 11 ans, pendant que les autres se pourvoyaient dans des analyses tout à fait erronées. Et bien sûr, la Syrie a récupéré sa place grâce à la diplomatie algérienne et au mandat de l'Algérie durant, bien sûr, sa présidence de la Ligue arabe. Je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect, M. Saïd Ayyachi. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on veut quelque part réduire les États, comme les pays en voie d'émergence, comme l'Algérie, à un niveau, c'est-à-dire élémentaire, sous prétexte de la démocratie qui n'est pas aujourd'hui respectée? Est-ce que la démocratie, c'est devenu aussi un enjeu d'envahissement et d'ingérence dans les affaires des États, M. Saïd Ayyachi? Au XVIIIe siècle, c'était la colonisation. C'est un grand débat. La civilisation, ils nous ont colonisés. C'est un grand débat que celui de la démocratie. Ça dépend où vous placez le curseur. Quel est le pays le plus démocratique du monde? On ne le sait pas. Quel est le pays le moins démocratique? On ne le sait pas. Mais ce qu'il faut retenir dans cette histoire
de critères universels, la démocratie, les droits de l'homme et tout y quanti. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est encore une fois ces critères-là sont proclamés, annoncés, déclamés par les puissants. Et selon que vous êtes puissant ou misérable, comme dit la fable, alors on vous décerne des diplômes de démocratie ou alors des blâmes de démocratie. Et en tout cas pour l'Algérie qui dérange, et c'est ça le plus grand problème, l'Algérie dérange parce qu'elle veut être elle. Elle veut être elle-même, elle veut être souveraine, elle veut être souveraine et possesseur de sa propre décision d'indépendance de la décision politique. Et donc aujourd'hui, l'Algérie qui dérange et qui a dérangé déjà, et nous avons parlé de l'époque terroriste, nous avons parlé de la guerre qu'on nous a faite économiquement durant les années 70 et 80, et donc aujourd'hui l'Algérie, on lui reprocherait un déficit en liberté d'expression, on lui reprocherait peut-être d'autres choses encore sur un plan économique où il y a une sorte d'autocratisme économique. Mais alors là, je vous pose la question, ceux qui nous parlent aujourd'hui des libertés d'expression limitées en Algérie, et pourquoi la ferme Sputnik et Russia Today en Occident s'il y a une liberté d'expression? Et pourquoi c'est ce qui est valable chez les uns n'est pas valable chez les autres? Et c'est ce double standard qui nous dénonçons, c'est ce double standard qui doit être d'une certaine façon corrigé et en urgence, parce que tant qu'il y a ce deux poids deux mesures, il n'y a pas de crédibilité pour les uns et encore moins j'allais dire, de soumission pour les autres. Parce que nous ne nous soumettrons pas à ce double diktat. Nous revendiquons avec beaucoup de pays du Sud qu'il y ait les mêmes critères applicables à tout le monde. Et c'est ça le nouvel ordre mondial et les nouvelles relations internationales qui tout simplement doivent aller vers une multipolarité où il y a à ce moment-là autour de la table des gens qui ont le même poids, non pas en raison de leur poids économique, mais en raison de leur poids dans la direction des affaires du monde où ils ont un mot à dire, quelle que soit la taille de leur pays et de leur économie. Par rapport à la question de la liberté d'expression, on se souvient que Chérine Abou Akleh, son assassinat n'a pas été fortement condamné et bien sûr, l'État sioniste n'a pas eu des sanctions. Alors, on peut considérer aujourd'hui, partant de ce que vous déclarez à l'instant, monsieur Saïd Ayyachi, que la guerre en Ukraine a fait tomber tous les masques, l'exclusion de la Russie, des débats publics, censurer des médias occidentaux. Maintenant, on voit les choses au grand jour. Les choses se dévoilent au grand jour. Monsieur Saïd Ayyachi. Oui, bien sûr. Mais à nos peuples de prendre conscience de ces inégalités. Mais je pense que la conscientisation de cette situation est déjà faite. Rappelez-vous le nombre de pays qui n'ont pas condamné la Russie aux Nations Unies. Non pas que dans la forme, la chose n'est pas discutable, c'est dans le fond qu'elle est discutable. Dans le fond, on ne peut pas dire ce qu'on reproche à M. Poutine, on ne peut pas le reprocher à M. Bush, et on ne peut pas le reprocher à M. Sarkozy, on ne peut pas le reprocher à M. Cameron. S'il faut faire un reproche, il faut qu'il soit sur les mêmes critères adressés à tous ceux qui le méritent. Et à ce moment-là, les gens du Sud, le pays hors Occident, croiront en des mesures de justice, en des mesures d'équilibre à travers le monde. Ce n'est pas le cas. Et c'est vers ça qu'on doit aller. Le conflit en Ukraine a fait tomber effectivement les masques et aujourd'hui, nous devons, d'une certaine façon, aller vers un rééquilibrage des relations internationales, vers un autre ordre mondial qui, lui, établira la justice, l'équité, l'égalité entre tous les membres de la communauté internationale et surtout qui mettra fin à ce diktat économique qui pille les richesses des pays du Sud et de l'autre côté qui doit faire partager la prospérité à tous les peuples du monde dans un esprit de solidarité et de partage. Le non-alignement est plus que jamais à l'ordre du jour aujourd'hui, M. Saïd Ayyachi. Tout à fait. Et là, on voit bien que les idées des pays du Sud ont toujours été justes. Le non-alignement a à peu près 70 ans d'âge et le non-alignement a été d'une certaine façon entretenu par l'Algérie parce que l'Algérie y croit à son non-alignement. L'Algérie sait que cette politique de non-alignement est la plus productive
pour la stabilité, la paix, la sécurité dans le monde et pour la prospérité des peuples. Et ce non-alignement qui va être la doxa des nouvelles relations internationales, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un pays ou un groupe de pays qui soit dominateur outrageusement sur la conduite des affaires du monde, mais qui doivent être, ces affaires du monde doivent être le débat tout à fait responsable, de façon juste, de façon partagée entre tous les pays du monde, évidemment, selon des mesures qui doivent être inscrites de nouveau dans l'acte de cette nouvelle configuration internationale. Alors le lobby de l'industrie de l'armement est plus que jamais prospère aujourd'hui. Monsieur Saïd Ayachi, c'est la raison pour laquelle on fait éclater des conflits partout à travers le monde. Parce qu'à un moment, on est en crise, mais de l'autre côté, certains sont en train de gagner énormément d'argent. Je vais vous rappeler une chose, peut-être qu'on a oublié. Le président Eisenhower, en 1961, à la fin de son mandat de président, le président des États-Unis d'Amérique, a dit ceci: méfiez-vous du complexe militaro-industriel. Il a dit ça à ses propres concitoyens, aux Américains. La guerre en Ukraine profite à qui? La guerre en Ukraine profite d'abord au complexe militaro-industriel américain. Les États-Unis donnent de l'argent, avec l'Ukraine achètent des armes américaines, et les Européens achètent des armes américaines, et le complexe militaro-industriel tourne pendant que la guerre est entretenue par ce même mouvement de production du complexe militaro-industriel. Ce qui en fait les frais, ce sont les populations civiles, bien entendu, et surtout l'instabilité qui s'est établie maintenant en Europe. Et ce qu'il faut s'étonner, c'est ce comportement tout à fait irresponsable, pour ne pas dire débile, des Européens qui, d'une façon pavlovienne, suivent les États-Unis d'Amérique dans leur projet de vouloir absolument faire la guerre à la Russie par l'Europe interposée. En tout cas, l'argent rentre à flot dans les caisses de ces grands lobbies de l'armement américain, et pendant que ce temps, le monde souffre de cette instabilité chronique dans les relations internationales. Et il faut admettre qu'un jour, justement, que ces relations internationales mettront fin à cette cupidité tout à fait intolérable de ces puissances d'argent qui voudraient soumettre le monde à leurs désirs. Mais les Européens sont en train de payer cash les conséquences de cette guerre aujourd'hui. On le voit avec les conflits sociaux qui sont en train d'émerger dans tous ces pays. Bien entendu. Bien entendu. D'abord, l'exemple de la France, par exemple. Les Européens sont même, j'allais dire d'une certaine façon, appelés, pour ne pas dire contraints, à payer pour cette guerre en Ukraine, malgré leur économie pour les uns chancelante et pour les autres tout juste acceptable. Mais ils ne font que payer parce que le maître américain leur a dit qu'il faut payer et qu'il faut entretenir cette guerre. Regardez comment l'Allemagne a été interpellée pour mettre la main à la poche et sortir 100 milliards de dollars. Et à chaque session de l'Union européenne ou du G7, on voit chacun y aller de son obol pour entretenir cette guerre en Ukraine au profit du complexe militaro-industriel américain. Et en tout cas, ceux qui ne souffrent pas de la guerre, ce sont encore les Américains. Et Zelensky qui est transporté bien sûr par les chasseurs français. Bien sûr, bien sûr. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui ces institutions internationales sont partie prenante dans la majorité des conflits. Ils ont été même à l'origine de la création de ces conflits. On se souvient bien sûr de la guerre en Afghanistan sous prétexte bien sûr du terrorisme. Il y a eu la guerre en Irak pour bien sûr l'assassinat outrageux bien sûr de Saddam Hussein. Il y a eu cette guerre également en Syrie et tout ce qui en découle aujourd'hui. L'embargo contre l'Iran pendant pratiquement une cinquantaine, voire une soixantaine d'années. Ce fut le cas également pour la Cuba, qui avait aussi refusé le diktat des États-Unis. Tout ça pour faire un peu marcher l'industrie militaro... Voilà, l'industrie militaire. Monsieur Saïd Ayachi. Oui, d'abord... C'est ça les lobbies essentiels aujourd'hui?
D'abord, les industries, ce qu'on appelle les institutions internationales, en fait, ce sont des clubs. C'est un nombre d'institutions internationales que le nom. En fait, elles sont limitées aux pays dominants, évidemment avec le maître américain, et tout ce qui se fait à travers le monde doit répondre à une feuille de route qui est faite pour les intérêts de ce club. Et lorsqu'on déclenche une guerre, c'est toujours pour défendre les intérêts des uns et toujours, évidemment, pour asseoir le capital encore de façon dominatrice à travers le monde. Jamais une mesure n'a été prise dans l'intérêt des peuples du Sud. Jamais ces institutions onusiennes. Regardez, par exemple, tous les problèmes que connaît le monde, les réfugiés, les trucs. L'ONU n'est pas efficace. L'ONU n'agit pas de façon, j'allais dire, avec des résultats concrets dans toutes ces affaires. La décision est captée par est captive par ces grandes puissances qui ont le droit de veto. Et donc, il y a des institutions internationales. Le mot est fallacieux. Il est d'international que le nom. C'est beaucoup plus un club de superpuissances qui ont le droit de veto, qui se sont donné le droit de veto et qui maintenant dirigent le monde à leur convenance. Alors, seule alternative que les États et les peuples prennent, bien sûr, leur destin en main, M. Saïd Ayyachi, se développer économiquement, être indépendant sur le plan économique et alimentaire, puisque nous avons vu aujourd'hui qu'il y a une crise alimentaire qui se profile à l'horizon. Encore faut-il qu'on les laisse se développer, tout le problème est là. Et il existe, et il continue d'exister encore, une volonté à partir occidentale, mais à partir surtout des États-Unis, où les États sont soumis à une sorte de développement limité, un développement orienté, parce qu'on pille les richesses de ces pays-là qui ne doivent... Alors, moi je voudrais souligner surtout la grande carence de ces institutions qu'on dit internationales, c'est l'impunité. L'impunité qui est accordée à certains États. On a vu la guerre qui a été faite pour l'Irak, la Libye, etc., sans que les dirigeants occidentaux concernés ne soient interpellés, mais l'impunité aussi pour l'État d'Israël, l'impunité pour le Maroc, l'impunité, tout ce qui est dans le giron de l'Occident et du maître américain est assuré d'une impunité. Et ça, c'est tout à fait insupportable, tout à fait intolérable pour les pays du Sud. La justice doit être pour tout le monde, et la liberté doit être acquise pour tout le monde, et le droit international doit être appliqué à tout le monde. Mais justement, quand vous parlez de l'impunité de l'État sioniste, quels sont les relais qui assurent cette impunité de l'État sioniste, y compris celui du Marseille? C'est la corruption généralisée, puisque les scandales sont dévoilés au grand jour aujourd'hui, monsieur Saïd Ayyachi. Il finance cette impunité. Parce que nous revenons alors toujours en puissance d'argent. La corruption vient des grands fonds financiers ou des grands États qui disposent d'une manne financière extraordinaire, qui, elle, alimente la corruption, qui elle-même alimente le complexe militaro-industriel par l'achat des armes. Quand on sait que certains pays qui n'ont même pas 200 km d'envergure en distance achètent des F-35 qui, lorsqu'il a décollé, il est sorti des frontières du pays. Et donc, vous voyez que le complexe militaro-industriel, c'est ce qu'il fait avec l'argent des autres. Et par conséquent, ces mêmes complexes industriels se battent pour que cette impunité soit assurée à des pays qui, précisément, ne méritent pas d'avoir le rôle qu'ils ont et qui dépasse très largement leur envergure. Alors cette politique de deux poids deux mesures, ce qui est valable pour les uns n'est pas permis pour les autres. Et on le voit aussi au niveau des médias occidentaux, M. Saïd Ayyachi, puisque l'assassinat au quotidien de la population civile palestinienne et même les Sahraouis, n'est pas rapporté au niveau des médias internationaux. Comment on peut le considérer, monsieur Saïd Ayyachi? C'est parce que ces organisations sont en lien étroit par rapport à leurs intérêts, à ces États? Parce que les médias aujourd'hui, Madame Lehachmi, les médias aujourd'hui sont l'autre facette du pouvoir
du complexe militaro-industriel et des puissances d'argent. Guerre quatrième génération. Les guerres de quatrième génération, regardez, c'est les médias qui nous font avaler que celui-là a tort, celui-là est un criminel, celui-là est un agresseur, pendant que l'autre est un libérateur, pendant que les autres sont trucs. Les médias jouent un rôle considérable et je rappelle que les médias sont surtout dominés par le sionisme. Sont d'abord des réseaux sionistes à travers le monde et qui ne voyez comment la connexion du sionisme avec le capital et le complexe militaro-industriel fait que on assure l'impunité soit à l'État sioniste, soit aux pays amis de l'État sioniste. Et c'est comme ça que nous expliquons le Maghreb, le Maroc, comment jouir d'une impunité malgré les violations répétées, massives au Sahara occidental, ou alors Israël par rapport au peuple palestinien dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Monsieur Saïd Yeshi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, Merci. au revoir et à demain. Au revoir.